Bonjour à tous. Alors, pour essayer de répondre à quelques questions qui ont été posées par mes collègues avant moi, je vais vous présenter la série de la table ronde sur les scolioses de plus de 80 ans avec les méthodes puis les résultats. Donc, il s'agissait d'une étude rétrospective multicentrique qui a inclus 5 centres, La Pitié, Pompidou, Pellegrin, Saint-Joseph et Montpellier. Donc, les patients qui étaient âgés de plus de 80 ans ont été inclus dans l'étude. Ils étaient opérés d'une scoliose qui était définie par un angle de Cobb supérieur à 10 degrés et une rotation vertébrale authentifiée sur la radio. Les opérations ont eu lieu entre 2013 et 2021 et plusieurs patients de cette cohorte sont en fait issus d'autres cohortes, notamment des tables rondes de la SFCR. Alors, les données analysées, c'est des données assez classiques démographiques, l'âge, sexe, l'IMC, les comorbidités avec le score ASA, le diabète. Les scores cliniques ont été évalués également avec le SF36, le Q5D, l'OSVESTRI, le VA et le SRS. Et les critères radiographiques qui nous paraissaient secondaires par rapport au score clinique étaient l'angle de Cobb et le SVA qui étaient mesurés en préopératoire et en consultation post-opératoire. Alors, les données chirurgicales qui ont été analysées, c'était la réalisation ou non d'une libération et son étendue, la réalisation ou non d'une fusion, son étendue et les vertèbres limites supérieures et inférieures. On a également recueilli l'antécédent de chirurgie rachidienne et la durée du suivi. Donc, les patients ont ensuite été séparés en 3 groupes de traitement, soit une libération isolée, soit une libération associée à un geste de stabilisation, donc une fusion courte qui concernait 1 à 3 niveaux maximum, et les patients qui ont bénéficié d'une correction fusion étendue. On a également regardé si l'arthrodèse incluait le bassin ou non. Enfin, on a regardé les complications, avec le nombre de complications médicales et les infections du site opératoire, et le devenir du patient après l'opération, avec la durée d'hospitalisation et le mode de sortie, c'était à domicile ou en SSR. Donc, 102 patients étaient inclus dans la cohorte, avec une grande majorité de femmes. L'âge moyen était de 83 ans. Le score ASA le plus fréquemment retrouvé était 2. Et la durée moyenne de suivi était d'environ 16 mois, avec plus de la moitié des patients qui avaient plus d'1 an de suivi. La plainte principale était la radiculalgie. Alors, les pourcentages sont très faibles parce qu'en fait, il y a beaucoup de données manquantes pour cet item-là. Donc, 28% des données recueillies, 10% pour la lombalgie et 6% pour le déséquilibre. Il s'agissait d'une sténose et scoliose dans 24% des cas, 16% de la déformation et 5% étaient repris dans le cadre d'un syndrome adjacent au-dessus d'une arthrodèse déjà existante. Alors, la chirurgie qui a été réalisée le plus fréquemment était la fusion courte associée à une libération, 54%. En deuxième lieu venait la libération seule et il y avait tout de même 22% des patients qui étaient traités par une correction fusion. En général, les fusions courtes, plus de la moitié des patients étaient traités pour 1 niveau. La fusion longue, la médiane était à 9 niveaux. Les âges et les scores ASA des patients étaient similaires entre les 3 groupes de traitements chirurgicaux. Et en dessous, je vous ai mis l'histogramme des vertèbres supérieures instrumentées. Donc, on voit qu'il y a une grande partie des montages qui remontent jusqu'en L4, donc des arthrodèses 1 niveau L4, L5 en général. On voit qu'il y a quand même une bonne partie de la cohorte pour lesquelles l'arthrodèse remonte jusqu'en thoracique, voire même jusqu'en thoracique supérieur avec T2 ou T3. La prise du bassin concernait 29% de la cohorte, donc 38% des arthrodèses. Donc là, vous avez l'histogramme aussi des vertèbres inférieures instrumentées. La majeure partie des cas, c'était L5. En ce qui concerne le bassin, 19% de prise iliaque et 10% pour S1. Alors, les critères radiographiques, le Cobb préopératoire était d'environ 27 degrés. Et bien sûr, les patients qui étaient les plus déformés dans le plan frontal étaient ceux qui avaient bénéficié d'un traitement plus invasif. Pareil, pour le trouble de l'alignement sagittal, le SVA préopératoire était de 74 mm en moyenne sur la cohorte, et plus ce trouble de l'alignement était important, plus le patient était susceptible d'être traité par une correction fusion. Alors, si on regarde maintenant l'évolution, donc là ici sont représentées les valeurs de la correction de l'angle de Cobb entre le préopératoire et le post-opératoire. Bon, sans surprise, les fusions longues sont bien mieux corrigées que les 2 autres groupes. Voilà. Par contre, si on regarde la correction du SVA, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que bon, les fusions longues, ils sont corrigées dans le plan sagittal, mais on retrouve une dégradation dans les 2 autres groupes, fusion courte et libération isolée.
Pour les scores cliniques, si on regarde globalement sur la cohorte, on voit que c'est des patients qui étaient relativement invalidés avec un EDI préopératoire à 53%. Et tous les scores sur la cohorte globale sont améliorés en post-opératoire. Pardon. Et si on retient uniquement les scores significativement améliorés, on retrouve le Q5D, le VA radiculaire uniquement, le SRS-30 et le score d'Oswestry. Si on s'intéresse maintenant à la variation des scores cliniques en fonction du type de chirurgie qui a été réalisé, là on voit que les fusions longues sont tous améliorées, enfin sur tous les scores cliniques étudiés. La fusion courte également. Cependant, pour le groupe Libération, on trouvait une détérioration des scores cliniques au dernier recul. La durée moyenne de séjour sur la cohorte globale était d'environ 10 jours. Alors bien sûr, plus la chirurgie était lourde, plus la durée de séjour était longue. Elle était en moyenne de 6 jours pour les libérations isolées et de 12 voire 13 jours pour les corrections fusion. Le corollaire de ça, c'est que bien sûr, les sorties en SSR étaient également bien plus fréquentes si c'était un geste de correction-fusion qui avait été réalisé, puisqu'elle concernait 41% des patients traités pour une correction-fusion, contre 24 et 26% pour respectivement les groupes libération et fusion courte. Alors, le taux global de complications sur la série était de 22%. Encore une fois, sans surprise, on retrouvait bien plus de complications dans le groupe fusion longue, 41%, contre le groupe libération qui a été moitié moins. Le taux d'infection du site opératoire était autour de 10%. Et alors, le nombre de complications médicales, la médiane était à 0, donc a priori plus de la moitié des patients opérés n'avaient pas eu de complications post-opératoires, et ça s'étendait de 0 à 6. Et je vais terminer mon topo sur les limites. Je crois que c'est quelque chose qui ressort à chaque table ronde de la SFCR ces dernières années, c'est qu'on a pas mal de données manquantes sur notamment les complications. Les scores cliniques que je vous ai présentés, en fait, ils sont différents selon les centres. Certains centres utilisent tel score, d'autres scores, donc on ne peut pas analyser forcément les mêmes types de patients. Et la durée du suivi était également variable sur les patients. Merci.